Bonjour à tous, bienvenue à cet troisième épisode de notre Talking Legal que nous consacrons aujourd'hui à ESG. Je vais y revenir dans un instant. Nous sommes ici en présence de Pierre Quérité, qui est avocat chez PwC Legal dans notre cabinet. Pierre a un background plutôt corporate law, d'une manière générale, donc droit des sociétés. ESG, encore un acronyme, Pierre, je pense qu'on va y venir. En ces temps un peu chauds, je ne veux pas faire de jeu de mots, bien entendu. Mais je pense que tu vas également nous indiquer quelles sont un peu les implications concrètes, tant pour les General Counsel qu'en matière de M&A et autres de cette législation qui est en fait plutôt très importante et au goût du jour. Donc Pierre, peut-être d'abord nous expliquer un petit peu brièvement ce qu'est ESG pour planter le décor. Très bien, merci pour l'invitation, Olivier. Donc, en effet, je suis de background fusion, acquisition, droit des sociétés, et il y a une connexion entre ces matières-là et ESG. Mais je vais y revenir plus tard. Donc, ESG est une abréviation qui stipule 3 piliers clés du thème plus vaste de la durabilité. Donc, en effet, ESG est utilisé très souvent dans les médias sociaux, dans les médias publics et populaires, et je peux m'imaginer que certains auditeurs connaissent le thème, mais ne connaissent pas les nuances, parce que ça va un peu dans tous les sens. Et quand ça vient à la télévision ou à la radio, on parle surtout de choses opérationnelles, style industrie et technologie, qui sont, je dirais, bénéfiques pour l'environnement. Mais ça va bien plus loin que cela. Et c'est pour ça que moi, en tant que juriste, j'ai, avec une équipe au cabinet, mis le focus sur ESG et la relevance de ESG sur les juristes d'entreprise. C'est notre clientèle. Au tout début, ESG, c'était vraiment une question opérationnelle, plutôt de lobbyistes, etc. Mais, à vrai dire, ESG est un thème très juridique. Et on voit ces derniers temps que les juristes d'entreprise, les juristes viennent à l'avant-plan de l'appréciation de ce thème par rapport à la relevance que cela a sur leur société. Et l'acronyme, que veut-il dire, Pierre? Bon, l'acronyme, pour ceux qui ne le savent pas, Voilà. au début je me suis trompé moi aussi un tout petit peu, le E stipule environmental. Le S, social, et le G, governance. Donc l'agenda de durabilité. L'agenda de durabilité. Maintenant, nous avons une blague au cabinet. On dit toujours qu'il y a un L dans ESG. En effet, c'est une petite blague, c'est un jeu de mots. Bien sûr, il n'y a pas de L dans ESG, mais L vaut legal. Et comme je viens de vous énoncer, le thème ESG n'est pas seulement un thème opérationnel, mais très juridique. Et c'est pour un peu rendre le thème un peu plus catchy pour les juristes, c'est de vraiment mettre l'accent sur les aspects juridiques concrets que ESG a sur les organisations, les départements juridiques. Parce que, pour être honnête, en effet, un technicien, un consultant, il peut en effet très bien expliquer quelles sont les incidences opérationnelles ou de technologie. Mais quand tu vois toute la panoplie de législation fort compliquée, et je vais vous donner quelques exemples, il faut un juriste pour interpréter, qualifier, en saisir les conséquences pour l'entreprise. Et de quoi s'agit-il, par exemple, alors, Pierre, pour donner des exemples concrets? Très concrètement, tu te souviens de l'UNIF, champ d'application. Ratione personae, ratione loci, ratione temporis. Très compliqué pour ESG, par exemple, ratione loci. On a des entreprises multinationales japonaises avec des headquarters européennes. Est-ce que ceux-là ou celles-là tombent dans le champ d'application, oui ou non, de toute la réglementation ESG? Ça, c'est un exemple. Ratione temporis. Certaines initiatives législatives autour de ESG sont phasées. Donc, il y a une phase 1 qui vient de s'appliquer sur un groupe A d'entreprises, tandis que la phase 2 rentre en vigueur plus tard, etc. Donc, il faut vraiment bien analyser tous les
aspect champ d'application, personne, personae, materiae. Si, pour en donner 2-3 exemples de bases législatives qui toutes sont la conséquence de la Green Deal au niveau de la Commission européenne. Donc la Green Deal, c'est une initiative de la Commission européenne pour vraiment réduire de manière massive l'émission de CO2 pour la rendre neutre dans le moyen terme. Donc, pour pouvoir réaliser cela, il faut un arsenal de directives, de règlements, d'ordonnances exécutives, etc. Tutti quanti. On connaît depuis quelques années la NFRD, c'est la Non-Financial Reporting Directive. Les grosses entreprises qui ont plus de 500 full-time equivalents, par exemple, tombent déjà dans ce champ d'application. Et c'est à eux, dans le rapport de gestion, d'expliquer comment leur entreprise tient compte des conséquences de leurs activités sur l'environnement et en particulier le climat. Et à ce sujet, Pierre, justement, rapport de gestion, reporting, qui est responsable fondamentalement au sein d'une société, d'un groupe de sociétés pour toutes ces obligations en fait, et qui généralement s'en occupe et en prend la responsabilité Voilà. du gouvernance notamment. Jusqu'à présent, Olivier, je dirais que c'était les équipes de durabilité et surtout les entreprises plus industrielles que de services par exemple, avaient déjà bien sûr des équipes qui suivaient la législation qui a trait au E, environmental. Mais on voit une évolution là-dedans, et ça a à voir avec l'entrée en vigueur d'une autre directive qui s'appelle la CSRD. C'est la Corporate Sustainability Reporting Directive. Tandis que la première, la NFRD, s'appliquait à une dizaine de milliers d'entreprises en Europe, la CSRD va s'appliquer à plus que 50 000. Les sociétés de taille moyenne vont tomber dans le champ d'application. Et la CSRD a pour but d'organiser un système de reporting, mais vraiment sur des aspects très détaillés de l'impact de société sur le E, le S et le G. Et depuis l'entrée en vigueur de cette CSRD, on voit notamment que les juristes d'entreprise en interne sont invités par leur board, ou leur general counsel plutôt, de commencer à regarder toute cette législation de reporting parce que ça fait ricocher dans l'organisation. Je parle par exemple d'une multinationale belge, dans l'organisation, dans de nombreux pays. Pourquoi? Pour capter toute la data, toutes les datas dont la CSRD stipule un reporting obligatoire. Et on voit donc que c'est plutôt les juristes qui sont invités à gérer cela. Au début, c'était donc plutôt les équipes de durabilité, les sustainability officers, des gens plutôt des ingénieurs, etc. Et maintenant, à cause de la complexité de toutes ces directives, etc., donc les juristes d'entreprise viennent à l'avant-plan. Est-ce que les entreprises retrouvent facilement leurs data, leurs données, ou est-ce que c'est justement là une opportunité aussi pour professionnaliser la gestion des contrats, le procurement, le sourcing? Peut-être d'abord, retrouver les data, c'est une deuxième chose. Première chose, c'est est-ce que les entreprises peuvent identifier les législations qui s'appliquent à eux concrètement, parce que c'est une vraie jungle. Si vous jetez un coup d'œil sur le site web de la Commission européenne, et il s'appelle The EU Legislative ESG Train, et ça se présente comme un tableau de vol de départ et d'arrivée à l'aéroport, et tu as toutes les législations qui vont s'appliquer dans les années à venir. Donc, c'est pas un monstre, mais c'est une jungle. Donc, d'abord, il faut quelqu'un au sein de l'entreprise, peut-être avec du support externe, identifier quelle de ces législations s'applique à l'entreprise. Donc, ça, c'est aussi une forme de data. C'est la base juridique d'obligation. Dans le scope. Voilà. Ouais. Et puis, deuxièmement, la collecte des data. Là, c'est un tandem, je dirais, entre des profils qui sont plutôt spécialisés en assurance, accounting assurance, reporting, parce qu'en effet, la CSRD
préconise qu'il faut mettre en place un système vraiment avancé de data collection avec des data points. Et ça dépend de la taille de l'entreprise, combien de data points il faut avoir. Ça doit être un mélange, par exemple, quelles ressources naturelles est-ce que vous utilisez pour faire tourner vos usines versus avec combien de sous-traitants dans des pays non européens est-ce que vous travaillez. Et donc, le mélange de data via cette data collection point, ça c'est plutôt un exercice, je dirais, des profils assurance, mais qui, eux, vont avoir besoin de support juridique, notamment pour qualifier est-ce que, en effet, les datas qui sont collectées sont celles que la CSRD et son arrêté exécutif, je dirais, l'arrêté exécutif, c'est pas vraiment ça, mais quand même, c'est exécutif, la ESRS préconise comme la data dont l'entreprise doit faire du reporting. J'entends souvent dire, dans les discussions avec des clients sur le marché, que quelque part, le CFO va de plus en plus, avait déjà évidemment tout son reporting financier, mais que quelque part, la ligne du CFO va devoir inévitablement prendre en charge tout ce qui est non financier, même si on sent parfois pas mal de réticence de la ligne CFO à embarquer encore ce nouveau set de reporting, mais à la fin de la journée, il s'agit quand même de récolter des datas et de les formater sous forme de reporting. En effet. Et donc, le format même, il est aussi, je dirais, préparé par la ESRS ou EFRAC, c'est un institut privé, mais de finalité publique. Eux préparent le format de reporting. Eux préparent aussi les normes techniques. Donc, c'est vraiment, par exemple, sur le G, ils ont une fiche ESRS G1 et la fiche détaille vraiment tout le contenu très détaillé de ce que c'est une gouvernance qui est positive pour le climat et pour ESG, quoi. Donc, le CFO, rapport de gestion en connexion avec la soumission des comptes annuels pour approbation par l'Assemblée. En effet, le CFO, lui, il va devoir ou elle va devoir faire un sign-off sur les reporting ESG, mais il ne va pas le faire comme il le faisait avant, avec un peu de la data n'est pas très précise parce que le législateur ne demande pas que ce soit précis. Maintenant, ça a changé. Ça doit être très précis parce que derrière, bien sûr, il y a le risque d'être, d'être culpabilisé ou inculpé plutôt de greenwashing. Greenwashing veut dire que tu fais un reporting sur ton impact positif pour ESG, mais ce que tu racontes dans ton rapport, ça ne tient pas vraiment la route. Il y a des organisations derrière, des lobbyistes, des environnementalistes, etc., avec des juristes qui vont vérifier en effet les datas. Ils vont voir est-ce qu'en effet ça tient à la route scientifiquement. Si ça ne tient pas à la route, vous avez un problème. Et on a déjà vu des cas concrets de challenge. Oui. Des cas concrets, c'est seulement les cas qui sont, bien sûr, avec une exposure médiatique. Tout à fait. Mais on a des dizaines d'autres, bien sûr. Il faut bien se préparer. Donc, le temps de greenwashing, c'est derrière nous. Il faut assumer cette problématique de manière très sérieuse. Donc, des nouvelles responsabilités à la clé, Pierre, fondamentalement pour les administrateurs. En effet. Pour te donner un exemple, mais ça n'a finalement pas vu le jour, c'est que le législateur européen a voulu connecter la rémunération des dirigeants d'entreprise au KPI ESG. Donc, c'était vraiment de dire, les CEO de grosses entreprises, ils ne vont pas recevoir leur bonus s'ils n'atteignent pas les KPI ESG. Ça n'a pas vu le jour pour le moment. Mais ça, c'est une question de rémunération des dirigeants. À côté vient bien sûr la responsabilité des dirigeants. Et on connaît tous le duty of care, c'est le concept anglo-saxon. Chaque dirigeant doit diriger son entreprise de manière diligente. Le bon père de famille. Le bon père de famille, avec toute cette nouvelle législation, on met l'accent surtout sur le duty to report, qui vient donc à côté du duty of care. Et le duty to report va être supplémenté aussi par le duty to act, parce qu'on va faire le suivi. Donc, les dirigeants, en ce moment,
je dirais, ils ne se font pas trop de soucis, yet, par rapport à leurs responsabilités juridiques, mais en tant que juriste droit des sociétés, je conseille quand même d'avoir une appréciation plus stricte et sévère du thème, parce qu'on ne va pas pouvoir exclure des actions ou des claims, de nouveau, de lobbyistes environnementalistes, etc. Bien fondés ou pas bien fondés, je ne me prononce pas là-dessus. Et là, Pierre, tout à l'heure, on a évoqué, lors de l'introduction, que ce sujet a également un impact important en matière de fusion et acquisition, en matière de M&A, de fusion et acquisition. Est-ce que tu peux un peu expliquer quel est le... En tant que M&A lawyer, je suis bien sûr de près tout ce qui est des nouveaux trends qui peuvent avoir un impact sur l'activité même de M&A. Est-ce qu'on voit déjà maintenant des dossiers de M&A changer fondamentalement à cause de ESG? Pas encore. Sauf si vous êtes vraiment dans un secteur très niche et vous êtes une entreprise qui est à la recherche de nouvelles technologies. Il ne faut pas aller investir dans de la technologie dont vous savez qu'elle va être flaguée comme pas bon sous l'angle de ESG. Donc, dans le cadre de l'identification de cibles pour des projets M&A, on commence à voir. L'impact se voit, oui. Les private equity sont, comme vous savez, sur un horizon d'exit de l'investissement de 5 à 7 années en moyenne. Ça commence à changer leur point de vue. Avant, ils disaient, oui, mais 5 à 7 années, ils ne vont pas faire tous ces investissements parce qu'ils se réalisent que c'est aussi une question de valeur ajoutée. Donc, la valeur de leur business qu'ils souhaitent vendre ou investir dedans va croître si le level de ESG est bien élevé et optimal ou assez élevé. Donc ça, c'est les private equity. Les corporates, je vous ai expliqué, si c'est niche, vous allez racheter une entreprise qui est ESG top. Ça, c'est donc le genre de projet. Et puis, comment on fait M&A? On fait de la due diligence. Dans la due diligence, on voit qu'il y a des scopes spécifiques pour ESG qui font partie maintenant du scope of due diligence. Avant, c'était juste les matières traditionnelles. Oui. Non, c'est un volet séparé. Un volet séparé qui est exécuté par des juristes d'entreprise en tandem avec des consultants souvent, parce que c'est aussi une question, comme on a expliqué, de data gathering et analysis, gap analysis, ce genre de choses. La structuration du deal, oui. On a déjà vu des entreprises qui souhaitent faire un carve-out d'une division dont ils considéraient qu'un investisseur ne serait pas d'accord à racheter parce que ESG-wise, ce n'était pas bon. Oui, donc c'est une question que j'avais posée. Est-ce que certains acteurs, déjà aujourd'hui, se réorganisent? Est-ce que ça conduit à des transformations d'un groupe, de la chaîne de valeur, au sein des groupes? Tout doucement pour l'économie belge, qui est une économie de PME, mais aussi des PME internationales, tout doucement. Pour vraiment les grosses entreprises multinationales, là oui, en effet, on voit déjà des carve-out et des réorganisations en interne de groupes pour notamment cibler soit les divisions ou les assets qui sont top de manière ESG, des autres assets qui ne sont pas top. Et donc on prend le temps en les mettant de côté pour réorganiser et pour les rendre top aussi. Et puis par après, on les refusionne et on fait des investissements ou on continue l'exploitation. Sur un autre point, en fait, Pierre, parce qu'on s'est fort concentré sur les obligations, évidemment, de la société elle-même, du groupe de sociétés. En effet, la répartition des obligations entre les différentes lignes, le General Counsel, le CFO, les responsables Sustainability. Et en effet, on sent très fort que dans le marché, c'est encore quelque chose. Ce sujet est encore un peu en mouvance de qui fait quoi et qui doit faire quoi. Mais en fait, le scope est bien plus large parce que, sauf de ma part, ça vise également tout le sourcing, puisque l'on doit pouvoir faire un tracking, une traçabilité vraiment du début à la fin sur la chaîne de valeur, par exemple de production d'un bien quelconque. Absolument. Ou d'un service, bien entendu, également. Qu'est-ce que ça, est-ce que ça n'a pas également un impact au niveau de tout ce qui est département achat, donc procurement, sourcing, d'une manière générale? Oui. Donc,
si on prend comme exemple une entreprise belge internationale avec un département juridique assez peuplé, avec un General Counsel qui s'entoure d'un Corporate Counsel et le Corporate Secretary, lui ou elle va s'occuper plutôt de CSRD, du reporting et mettre les bons paragraphes dans le rapport de gestion, etc. Les Commercial Counsels, ça c'est les gens qui sont responsables pour vraiment le management contractuel de la société, mais le management stratégique. Donc ils vont négocier les contrats d'approvisionnement, long terme, stratégique, etc. Ceux-là, bien sûr, se demandent, est-ce que nos contrats qu'on utilise comme template, est-ce qu'ils sont encore utiles? Est-ce qu'on ne devrait pas les updater? Parce que, en effet, ESG demande à l'entreprise qui rapporte de faire des disclosures sur leur supply chain. Et donc d'investiguer dans leur supply chain s'il y a des problèmes de ESG, du dumping social, du dumping environnemental, par leurs sous-traitants. Ils vont devoir mettre en place, ça c'est une nouvelle directive, j'en ai pas parlé, ils vont devoir mettre en place des systèmes de contrôle due diligence sur leurs sous-traitants. Et donc, eux se posent maintenant la question, si on a un momentum avec notre fournisseur stratégique de pouvoir renégocier notre contrat, on va saisir ce momentum pour négocier des clauses comme droit de faire un audit sur le supply chain, insérer des KPI qui pèsent sur leurs fournisseurs. Et bien sûr, dans un monde idéal, vous gagnez toutes ces clauses en votre faveur, mais bien sûr, il faut trouver le compromis. Mais pour répondre à ta question, en effet, sourcing, procurement, contrats stratégiques de supply chain vont, surtout pour les grandes entreprises internationales, subir une refonte importante. Ouais. À t'écouter, quand on pense à l'organisation et la gouvernance d'un département juridique, il semble assez clair qu'il y a littéralement un momentum pour les départements juridiques de disposer des bons outils pour la gestion des contrats. On sent évidemment avec le département achat, puisque bon, généralement cela va main dans la main. Mais donc, il y a vraiment un besoin accru de disponibilité des datas de manière assez fine pour pouvoir ensuite suivre, contrôler, prendre action, renégocier, trier les fournisseurs et autres. Donc, et là, le ou la General Counsel a la responsabilité, premièrement, de former ses équipes juridiques et son département juridique. Est-ce que mes juristes sont à hauteur de toutes les nuances? Deuxièmement, acheter ou investir dans des outils de contract management pour identifier des risques de breach par l'entreprise même ou par le co-contractant. Revoir les policies, comment est-ce qu'on travaille avec des sous-traitants qui sont basés en Indonésie, etc. Donc le General Counsel, en tant que celui qui chapeaute ou celle qui chapeaute les départements juridiques, je dirais pour les mois à venir, quand même, faire de sorte que ces départements fonctionnent et sont à hauteur de toutes les obligations concrètes et importantes dans le cadre de ESG. Moi, je viens un petit peu, évidemment, dans ce contexte-là, tous les développements récents en matière d'intelligence artificielle, en particulier dans le secteur legal, vont être d'une grande aide. Tout ce qui est lifecycle management, combiné avec de l'intelligence artificielle qui permet alors à ce moment-là de plus facilement analyser les données nécessaires pourront aider, et aident déjà d'ailleurs fortement dans ces certains, on est au tout début, mais je suis certain que des outils AI vont certes, surtout dans des contextes internationaux avec des milliers de contrats à gérer, etc., pouvoir aider les services juridiques pour traquer les issues ESG. Mais il faudra l'œil humain et la plume aussi pour faire des sign-off concrètement et pas juste, surtout au début, faire la machine, faire les analyses et recommander des actions à suivre. Donc il faut l'œil humain. Pierre, je pense que, d'abord, je te remercie de partager avec nous tes réflexions sur le sujet. Je pense qu'en tout cas, une chose est certaine, il y a un sacré challenge pour les General Counsel, les départements juridiques d'une manière générale,
Et donc, évidemment, pour nous, avocats et conseillers en la matière, c'est probablement beaucoup de compliance, mais probablement une bonne chose également pour supporter l'agenda de durabilité au niveau européen et belge, évidemment. Je peux te suivre dans cette conclusion, en effet, mais ça va être plus que de la compliance, refonte de contrats, refonte de policies, refonte de la gouvernance d'entreprises internationales, avec beaucoup d'aspects technico-juridiques aussi. Hein. Comment est-ce qu'on fait la refonte de la gouvernance dans un groupe international? Est-ce qu'il faut instaurer des ESG committees qui font un reporting en ligne directe vers le board, où est-ce qu'on met ce ESG committee, etc. Donc, beaucoup de choses juridiques, techniques aussi à mâcher. À mâcher, ouais. Pierre, un grand merci. Et avec merci plaisir. aux auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Merci à vous. Merci.